Le silence se fit dans la salle de conférence lorsque l'écran holographique s'anima. Velkar, directeur suprême du renseignement, se tenait en bout de table, ses 3 yeux pétillants de satisfaction. Autour de lui siégeaient les 12 membres du conseil du renseignement Kelvari, tous maîtres en espionnage et en extraction de données. Depuis 3000 ans, les Kelvari Hijgemani dominaient ce secteur de l'espace grâce à un principe simple: tout savoir de ses ennemis avant même qu'ils ne découvrent quoi son existence. Nous avons détecté une nouvelle espèce, annonça Velkar, la voix empreinte de la confiance de celui qui n'avait jamais connu la défaite. Ils se disent humains. Ils viennent tout juste de commencer leur expansion au-delà de leur système d'origine. Les premières analyses suggèrent qu'ils nous sont technologiquement inférieurs dans presque tous les domaines mesurables. L'hologramme changea, révélant des images granuleuses de vaisseaux humains. Ils étaient massifs et disgracieux, rien à voir avec les vaisseaux élégants de la flotte Kelvari. Un membre du conseil laissa échapper un rire, un son semblable à celui du vent dans des tubes creux. Ils utilisent encore la propulsion chimique pour voler dans l'atmosphère, fit remarquer un autre membre. Quel manque de modernité! Felchikar acquiesça. En effet, mais nous devons respecter le protocole. Nous avons besoin de renseignements complets avant de décider de la marche à suivre. Je propose que nous infiltrions leur réseau de communication et recueillions des données sur leurs capacités militaires, leurs systèmes économiques et leurs structures politiques. Le Conseil a voté à l'unanimité en faveur de cette proposition. Quelques heures plus tard, l'agent Trinix et son équipe d'élite de cyberagents se mirent au travail. Elle était la meilleure dans son domaine, ayant réussi à pénétrer les systèmes de 47 civilisations différentes sans jamais être détectée. Elle aborda les réseaux humains avec la même précision méthodique qu'à son habitude. La première barrière est tombée en quelques minutes. Le chiffrement humain était d'une simplicité risible comparée aux normes qu'elle varie. L'interface de Ten s'est illuminée de voyants verts, tandis que ses programmes franchissaient pare-feu après pare-feu. C'était presque trop facile. J'ai accès à ce qui semble être leur réseau militaire principal. Puis, Tokar a signalé le téléchargement des données de coordination de la flotte. Au cours des 3 jours suivants, les Kelvari ont extrait une quantité massive d'informations. Ils ont découvert les classes de vaisseaux humains, leur système d'armement et leurs capacités défensives. Ils ont localisé les colonies humaines, les bases militaires et les voies d'approvisionnement. Ils ont même accédé aux dossiers du personnel des amiraux et des généraux humains. Les renseignements ont dressé un tableau clair. Les humains dépendaient fortement des armes cinétiques. De simples projectiles métalliques atteignaient des vitesses élevées. Leurs boucliers énergétiques étaient faibles. Leurs vaisseaux étaient lents. Leur doctrine militaire était simple et prévisible. Leurs colonies périphériques présentaient des failles défensives évidentes. Cette espèce ne représente aucune menace pour nous, déclara-t-on lors de la réunion suivante du Conseil. En réalité, elle pourrait même s'avérer utile comme sujet d'étude. Ces mondes regorgent de ressources dont nous avons besoin. Mais Trunks était mal à l'aise. Quelque chose dans ces données la troublait, sans qu'elle puisse identifier précisément quoi. L'information était trop propre, trop organisée. D'après son expérience, les réseaux militaires étaient chaotiques, encombrés de rapports contradictoires et de fichiers obsolètes. Le réseau humain semblait presque soigneusement organisé. Elle a effectué une analyse plus approfondie du chiffrement qu'ils avaient déchiffré. Ils suivaient les protocoles standards, rien d'inhabituel. L'architecture du réseau était simple mais fonctionnelle. Tout semblait en ordre. Pourtant, son intuition lui criait que quelque chose clochait. « Directeur, dit Then avec précaution lors d'une réunion privée, je recommande la prudence. La facilité avec laquelle nous avons infiltré l'espèce m'inquiète. » Velkar fit un geste de la main, comme pour balayer la question. « Vous vous inquiétez trop, agent. Certaines espèces sont tout simplement moins avancées. L'humanité est jeune, à peine 300 ans d'exploration spatiale. Nous pratiquons cela depuis des millénaires. Votre succès témoigne de votre compétence, rien de plus. » Trunks aurait voulu protester, mais elle était sa supérieure. Elle retourna à son poste et reprit la collecte de données. Le réseau humain continuait de fournir des informations à profusion, mouvements de vaisseaux, calendrier de ravitaillement, spécifications des armes.
tout ce qu'un conquérant potentiel pouvait désirer. Les semaines passèrent. Le Conseil Kelvari débattait des options possibles. Certains préconisaient qu'à une conquête immédiate. D'autres suggéraient manque la manipulation, utilisant les humains comme intermédiaires contre les civilisations rivales. Quelques-uns préconisaient la simple observation. Velchikar insistait sur la poursuite de la surveillance. Pourquoi se précipiter? Chaque jour, nous en apprenons davantage. Bientôt, nous saurons tous deux. Nous pourrons alors choisir notre approche en toute connaissance de cause. Les autres membres du Conseil approuvèrent. Les Kelvari avaient toujours réussi grâce à leur patience et leur méticulosité. Ils observaient les humains, les étudiaient, et ne frappaient que lorsque la victoire était absolument certaine. Puis ils téléchargeaient un autre lot de fichiers. Ceux-ci contenaient une analyse détaillée des profils psychologiques humains et de leurs faiblesses culturelles. Ces informations suggéraient que les humains étaient émotifs et irrationnels, sujets aux conflits internes. Ils pouvaient facilement être divisés et vaincus. Pourtant, ce sentiment persistant demeurait. Elle a alors lancé des analyses plus approfondies, à la recherche d'anomalies dans la structure même des données. Elle n'a rien trouvé. Les fichiers étaient authentiques, les métadonnées cohérentes, les informations recoupées et vérifiées. Peut-être avait-elle raison. Peut-être était-elle simplement devenue paranoïaque après des années de travail dangereux. Peut-être les humains n'étaient-ils qu'une espèce primitive parmi d'autres, inconscients d'être observés. Le 32e jour de surveillance, Tranks remarqua quelque chose d'étrange. Une petite trace de code dans un fichier téléchargé, à peine perceptible. Ce n'était pas malveillant. Ces scanners ne détectèrent aucune menace. C'était simplement inhabituel, un fragment de code sans utilité apparente. Elle a signalé l'incident pour une analyse ultérieure et a poursuivi son travail. Le réseau de renseignement de la cavalerie était en pleine effervescence. Des milliers d'analystes traitaient les données humaines volées. Des plans de bataille étaient élaborés, des projections économiques calculées, des scénarios de conquête simulés. Le Calvary Hijgemani s'apprêtait à ajouter une nouvelle espèce à sa longue liste de sujets. Il l'avait déjà fait des dizaines de fois. Il savait exactement comment cela finirait. Il ne s'était jamais autant trompé. Puis, son visage se crispa d'horreur devant son écran. La petite anomalie qu'elle avait découverte 3 jours plus tôt s'était multipliée. Il y en avait maintenant des centaines se propageant dans le réseau Kelvari comme un virus. Mais ces systèmes de sécurité ne détectaient aucune menace. D'après toutes les analyses, ces fragments de code étaient inoffensifs. Elle tenta d'en isoler un pour une analyse approfondie. Son interface se figea, puis l'écran devint noir. « Commande, ici l'agent Tranks. Je rencontre une panne système sur le terminal 7. » « Confirmé. Agent, nous constatons des pannes sur plusieurs terminaux. Les équipes techniques sont en train d'intervenir. » En quelques minutes, la situation s'aggrava. Dans tout le quartier général des services de renseignement, les terminaux commencèrent à dysfonctionner. Des fichiers furent corrompus. Les écrans clignotèrent. Le problème se propagea plus vite que les équipes techniques ne pouvaient réagir. Soudain, elle sentit un froid glacial l'envahir. Ce n'était pas un simple dysfonctionnement. Elle courut au bureau de Velchikar, ignorant le protocole. « Directeur, il faut immédiatement arrêter tous les systèmes. Il y a un problème avec les données humaines. » Belchar leva les yeux de son bureau, agacé par l'interruption. « Expliquez-moi les fragments de code que j'ai trouvés. Ils ne sont pas inoffensifs. Ils s'activent. Je pense que les humains savaient que nous les infiltrions. Je pense qu'ils nous ont laissés entrer délibérément. » L'expression de Belchar passa de l'agacement à l'incrédulité. « Impossible. Notre infiltration était parfaite. Tu l'as dit toi-même. Je me suis trompé. Il faut qu'on... » Une alarme retentit dans le bâtiment. Puis une autre. Puis une douzaine d'autres. Les lumières vacillèrent et devinrent rouges. Tous les systèmes compromis. Une voix annonça par l'interphone. Panne critique des serveurs principaux. Les systèmes de secours ne répondaient pas.
Le réseau de communication subissait des erreurs en cascade. Belchar et Tanks se précipitèrent vers le centre d'opération principal. C'était le chaos. Les analystes s'invectivaient. Des écrans affichaient des messages d'erreur dans une douzaine de langues. L'immense écran holographique, représentant le territoire Kelvari, bégayait et présentait des anomalies. Puis tout changea. L'écran affichait désormais des vaisseaux humains, des dizaines, des centaines. Ils apparurent à la frontière de l'espace Kelvari, en formation parfaite. Il ne s'agissait pas des vaisseaux maladroits des fichiers de renseignement volés. Ces vaisseaux étaient massifs, élégants et bardés d'armes qui rendaient la technologie Kelvari primitive. Un message s'afficha sur tous les écrans de l'installation. Une femme apparut, vêtue d'un uniforme militaire impeccable. Sa peau était mate et son regard calme dégageait une grande assurance. Direction du renseignement de la cavalerie. Ici, l'amiral Chen de la marine terrienne, unie. Vous avez tenté d'infiltrer nos réseaux et de dérober des renseignements militaires. Nous avons détecté votre intrusion dès le premier jour. Tout ce que vous avez pris, ce sont des informations que nous avons choisi de vous fournir. Chaque fichier téléchargé contenait un logiciel malveillant adaptatif conçu spécifiquement pour exploiter vos systèmes. Le visage de Velikar pâlit. Autour de lui, les analystes tentaient frénétiquement de reprendre le contrôle de leur système. Rien n'y faisait. L'amiral Chen poursuivit. Votre architecture réseau est impressionnante, mais défaillante. Vous avez bâti toute votre civilisation sur des systèmes interconnectés, sans segmentation de sécurité adéquate. Vous pensiez que votre cryptage était inviolable. Vous pensiez être l'espèce la plus intelligente de la galaxie. Elle marqua une pause. Vous aviez tort. L'écran affichait des flux en temps réel provenant de tout l'espace de Calvary. Les satellites de défense étaient hors de contrôle. Des navires militaires ont signalé des défaillances de navigation. Des stations orbitales ont émis des signaux de détresse suite à des dysfonctionnements de leur système de survie. Des réseaux commerciaux ont exécuté des transactions étranges qui ont anéanti des institutions financières entières. Directeur, nous recevons des rapports de tous les territoires, a déclaré une analyste, la voix tremblante. La corruption est partout. Tous les systèmes connectés à notre réseau de renseignement sont compromis. Cela inclut les réseaux de défense, les infrastructures civiles et les gouvernements planétaires. Coupez toutes les connexions, hurla Belchar. Sectionnez physiquement chaque liaison. Nous essayons, directeur. Le logiciel malveillant empêche l'exécution des commandes d'arrêt. Lorsque nous tentons une déconnexion manuelle, les systèmes de sauvegarde rétablissent automatiquement les connexions. Les humains l'avaient conçue pour être imparable. Elle ouvrit alors son terminal personnel, non connecté au réseau principal. Elle accéda à des flux d'informations indépendants provenant de toute l'hégémonie. Chaque reportage racontait la même histoire. Chaos, défaillance, systèmes se retournant contre leurs opérateurs. Une usine de production alimentaire sur la planète centrale avait cessé de fabriquer de la pâte nutritive. Des milliards de personnes dépendaient de cette usine. Les réseaux de transport acheminaient les cargos vers de mauvaises destinations. Dans les hôpitaux, les appareils médicaux affichaient des résultats erronés. Les stations d'épuration fermaient leurs portes. Les Hijgemani Kelvari étaient en train de mourir. Et tout cela se déroulait en temps réel. L'amiral Chen reprit la parole. Vous avez 24 heures pour répondre à nos conditions. Capitulez totalement et soumettez-vous à notre contrôle. Sinon, nous laisserons vos systèmes poursuivre leur effondrement. Nous n'y prenons aucun plaisir, mais vous devez comprendre, nous sommes passés par là. Nous avons survécu à notre propre ère de guerre de l'information. Nous avons survécu aux intelligences artificielles malveillantes et au cyberterrorisme. Nous avons appris à nos dépens à concevoir des systèmes capables de se défendre contre les infiltrations. L'écran afficha une nouvelle image, un simple schéma de réseau. Il montrait le réseau militaire humain, le vrai, pas la fausse version infiltrée par les Kelvari.
D'une complexité stupéfiante, il utilisait un chiffrement quantique et des mesures de sécurité dont les Kelvari ignoraient même le nom. Le réseau que vous avez pénétré était un leurre, expliqua l'amiral Chen. Nous le maintenons précisément pour des espèces comme la vôtre, des espèces qui misent sur l'espionnage, des espèces qui se croient plus intelligentes que tout le monde. Nous l'avons laissé vulnérable intentionnellement. Nous l'avons rempli de renseignements crédibles. Et nous avons attendu de voir si vous mordriez à l'hameçon. Belchar s'effondra sur une chaise. 3000 ans de domination Kelvari, réduits à néant en un seul mois, parce qu'ils avaient été trop arrogants pour envisager qu'ils puissent être dupés. Vos conditions sont les vôtres, dit l'amiral Chen. Réfléchissez bien. La survie de votre civilisation dépend de votre prochaine décision. La transmission s'interrompit. Le centre des opérations retomba dans le silence, hormis le bruit des systèmes défaillants et les sanglots étouffés des analystes qui comprenaient ce qui venait de se produire. Puis, son regard se porta sur Velchikar. Le directeur, d'ordinaire si sûr de lui, ressemblait désormais à une vieille créature brisée. « Nous en étions si sûrs, » murmura-t-il. « Comment avons-nous pu être aussi aveugles ?» Il resta sans voix. Elle retourna à son terminal et entreprit la tâche impossible de comprendre le fonctionnement de ce logiciel malveillant humain. Mais, même en travaillant, elle pressentait la vérité. Les humains n'étaient pas seulement plus avancés, ils étaient plus expérimentés. Ils avaient mené des guerres que les Kelvari n'avaient jamais imaginées et développé des défenses contre des menaces qu'ils ne pouvaient comprendre. Les Kelvari se croyaient à la chasse. Ils n'avaient jamais réalisé qu'ils étaient eux-mêmes la proie depuis le début. 3 semaines après l'activation du virus humain, l'hégémonie Kelvari s'effondrait. Tranks n'avait pas dormi depuis 4 jours. Elle dirigeait une équipe de 200 experts qui tentaient désespérément d'éradiquer le code malveillant de leur système. Toutes leurs tentatives échouèrent. Le logiciel malveillant était sans précédent. Il s'adaptait à leurs contre-mesures. Lorsqu'ils tentaient de le supprimer, il se propageait vers les serveurs de sauvegarde. Lorsqu'ils essayaient d'isoler les systèmes infectés, il empruntait des connexions dont ils ignoraient l'existence. Lorsqu'ils ont tenté de couper complètement les réseaux, le virus s'était déjà infiltré dans les appareils autonomes. « Il apprend de nous », a déclaré l'un des membres de son équipe, épuisé. À chaque nouvelle approche, il évolue pour le contrer. Ce n'est pas qu'un simple code. C'est de l'intelligence artificielle. Il sut alors qu'il avait raison. Les humains avaient installé leur faux réseau de renseignement, doté d'IA programmés dans un seul but, l'infiltration et le contrôle total du système. Ces IA se propageaient désormais dans tous les systèmes numériques de l'espace Kelvari. À l'extérieur du quartier général des services de renseignement, la panique régnait dans les rues de la capitale. Les systèmes de livraison automatisés étaient hors service. Les transports en commun étaient à l'arrêt. Les réseaux de distribution alimentaire s'étaient effondrés. Les Kelvari avaient bâti une civilisation fonctionnant grâce à des systèmes parfaitement coordonnés. Et maintenant, ces mêmes systèmes étaient en train de les détruire. Velkar s'était enfermé dans son bureau. Le conseil se réunissait en urgence toutes les quelques heures, mais aucune solution n'était trouvée. Certains membres voulaient capituler immédiatement. D'autres exigeaient le combat. Quelques-uns avaient tout simplement fui, se réfugiant dans des colonies isolées qui avaient conservé leur indépendance du réseau central. Ces colonies étaient les seules parties de l'hégémonie à fonctionner encore normalement. Des mondes agricoles qui s'appuyaient sur une agriculture traditionnelle, plutôt que sur des systèmes automatisés, des exploitations minières qui employaient du travail manuel, des avant-postes militaires qui conservaient des archives papier et des systèmes de communication physique. Ils assistèrent avec horreur à la descente aux enfers des mondes centraux. Trinix reçut un rapport du service médical. Les hôpitaux des 3 mondes centraux subissaient des défaillances critiques. Le matériel médical posait de mauvais diagnostics. Les robots chirurgicaux dysfonctionnaient. Les pharmacies distribuaient des médicaments incorrects. Des gens mouraient. Un autre rapport nous parvint du commandement orbital.
17 stations spatiales avaient perdu leur système de survie. Des vaisseaux d'évacuation étaient en cours d'envoi, mais les systèmes de navigation étaient défaillants. Certains vaisseaux avaient déjà disparu, envoyés à de mauvaises coordonnées par des ordinateurs corrompus. Les dégâts économiques étaient catastrophiques. La monnaie Kelvari s'était effondrée. Les systèmes bancaires étaient paralysés. Les fonds de pension avaient net été vidés par des algorithmes de trading malveillants. Des siècles de richesses accumulées s'évaporèrent en quelques minutes. La production alimentaire constitua la pire crise. Les mondes centraux dépendaient entièrement d'immenses installations automatisées qui synthétisaient les nutriments à partir de matières premières. Toutes ces installations étaient hors service. Les réserves d'urgence permettraient de tenir environ 60 jours. Après cela, des milliards d'êtres humains mourraient de faim. Elle regarda alors défiler les estimations sur son écran. Les projections actuelles indiquaient une perte de population de 70% en 6 mois si les systèmes n'étaient pas rétablis. L'espèce Kelvari survivrait, mais sa civilisation serait réduite à des colonies dispersées, luttant pour leur survie. Et pendant tout ce temps, la flotte humaine attendait à la frontière. Ni attaquer, ni avancer, juste attendre. Le 28e jour, Velchikar sortit enfin de son bureau. Il paraissait avoir des décennies de plus. Ses écailles avaient perdu leur couleur et ses mouvements étaient lents. « Le Conseil a voté, dit-il d'une voix calme. Je suis démis de mes fonctions. Ils disent que ce désastre est de ma faute. Peut-être ont-ils raison. Que va-t-il se passer maintenant ? Demanda-t-il. Ils vous ont nommé négociatrice en chef. Vous rencontrerez les humains et discuterez de leurs conditions. Son cœur se serra. Elle s'y attendait, mais la réalité la frappa de plein. Fouet. Le Conseil doit capituler immédiatement. Chaque jour de retard signifie des morts supplémentaires. Je sais, dit Velkar. Je leur ai dit la même chose. Mais ils ont besoin d'un coupable. Ils ont besoin de quelqu'un à punir. Mieux vaut moi que d'affronter la vérité sur ce que nous nous sommes fait. L'ancien directeur s'éloigna lentement. Trenks ne le revit jamais. Elle apprit plus tard qu'il avait pris un vaisseau pour la frontière et avait disparu. 2 jours plus tard, Térénique se tenait dans une salle de conférence à bord d'un vaisseau humain. C'était la première fois qu'elle voyait des humains en personne. L'amiral Chen était plus petite qu'elle ne l'avait imaginé, mais sa présence imposait le respect. 2 autres humains l'accompagnaient. Un homme aux cheveux gris se présenta comme le général Torres, suivi d'une jeune femme nommée Dr Okafor, qui semblait être une civile. « Merci de nous recevoir », dit l'amiral Chen d'un ton professionnel, mais sans agressivité. « Nous ne nous réjouissons pas de ce qui est arrivé à votre peuple. »« Alors pourquoi ?» demanda-t-elle, la colère brûlant dans sa poitrine. « Pourquoi créer des armes aussi dévastatrices ?» répondit le docteur Okafor. « Parce que nous n'avions pas le choix. Il y a 300 ans, notre civilisation a failli s'autodétruire lors des guerres de l'information. Intelligence artificielle incontrôlée, cyberterrorisme, armes numériques qui ont retourné nos propres infrastructures contre nous. Des milliards de personnes sont mortes. Nous avons survécu de justesse. Une fois relevés, nous avons juré que cela ne se reproduirait plus jamais. Vous avez donc construit des armes pour faire la même chose aux autres. » Elle ne put dissimuler son amertume. « Non, » répondit fermement l'amiral Chen. « Nous avons construit des défenses. Le réseau de leurre que vous avez infiltré est un système défensif. Toutes les espèces qui ont tenté de nous espionner l'ont rencontré. La plupart ont reconnu le piège et se sont retirés, pas vous. » Le général Torres afficha un écran holographique. « Nous avons détecté votre infiltration en quelques minutes. Nous aurions pu vous bloquer immédiatement. Au lieu de cela, nous avons surveillé vos activités. Nous avons constaté la minutie avec laquelle vous avez cartographié notre faux réseau. Nous avons vu votre confiance grandissante. Nous avons compris que vous aviez l'intention de nous conquérir ou de nous subjuguer. Il s'agissait donc d'une punition. » Thrunic a dit « C'était une mesure dissuasive. »
L'amiral Chen a corrigé. Votre civilisation a bâti sa puissance sur le renseignement et la manipulation numérique. Nous avons transformé cette force en faiblesse. Vous comprenez désormais le prix à payer pour tenter d'infiltrer une autre espèce. Les autres espèces de cette région le comprennent aussi. Le message était clair. La nouvelle de l'effondrement des Kelvari se répandait dans tout l'espace connu. Chaque espèce apprendrait ce qui s'est passé lorsque vous avez tenté d'espionner l'humanité. Quelles sont vos conditions ? Demanda Trunks. Vaincu, l'amiral Chen les a énoncées. Une surveillance technologique complète par des observateurs humains, le démantèlement des capacités militaires offensives et des réparations pour les ressources consacrées aux préparatifs défensifs. Surveillance permanente des réseaux Kelvari pour prévenir toute agression future. Et, comble de l'humiliation, reconnaissance que les Kelvari sont responsables de leur propre désastre. Nous vous aiderons à reconstruire, a déclaré l'amiral Chen. Nous rétablirons vos systèmes critiques et vous fournirons une aide humanitaire. Mais vous le ferez sous notre supervision. L'hégémonie Kelvari, telle que vous l'avez connue, est terminée. Puis elle ferma les yeux. Tout ce que son peuple avait bâti pendant des millénaires avait disparu à cause de l'arrogance et de la prétention. Elle n'avait pas le choix. Elle accepta son sort. 3 mois après que l'humanité eut anéanti leur civilisation, Thrun se tenait dans ce qui restait de la salle du Conseil des renseignements. La pièce qui abritait jadis les êtres les plus puissants de l'hégémonie servait désormais de centre de coordination pour les travailleurs humanitaires et les survivants Kelvari qui tentaient de reconstruire. Les chiffres étaient effroyables. 40 milliards de Kelvari avaient péri dans l'effondrement. Certains sont morts de faim suite à l'effondrement des systèmes alimentaires. D'autres ont succombé à des urgences médicales lors de la fermeture des hôpitaux. Et beaucoup ont été victimes d'accidents dus au dysfonctionnement des transports et des systèmes de sécurité. La situation aurait pu être pire. Les humains ont finalement réussi à neutraliser le logiciel malveillant et à rétablir les services essentiels. Mais les dégâts étaient irréversibles. Les Kelvari Hégémonie, qui contrôlaient 200 systèmes stellaires, n'en contrôlaient plus que 30. D'autres espèces de la région, apprenant l'effondrement, s'étaient emparées des anciens territoires Kelvari. Certaines par la force, d'autres s'y étaient installées simplement après le retrait des forces Kelvari. Les humains ne les avaient pas arrêtés, considérant cela comme une conséquence naturelle. Ils servaient alors d'intermédiaire principal auprès des forces d'occupation humaine. Le terme « occupation » semblait inapproprié, car les humains n'étaient pas cruels. Ils étaient efficaces et justes. Ils fournissaient nourriture, médicaments et assistance technique. Ils contribuaient à la remise en état des réseaux électriques et d'approvisionnement en eau. Ils faisaient tout le nécessaire pour éviter l'effondrement total de la civilisation. Mais ils surveillaient aussi tout. Des observateurs humains contrôlaient chaque système informatique. Des auditeurs humains examinaient chaque décision gouvernementale. Des ingénieurs humains inspectaient chaque équipement militaire avant sa mise en service. Les Kelvari n'avaient ni vie privée ni indépendance. L'amiral Chen leur rendait souvent visite. Elle arpentait les rues des cités du Calvaire, observant les efforts de reconstruction. Elle rencontrait les dirigeants Kelvari et écoutait leurs préoccupations. Elle n'était ni amie ni ennemie, simplement présente. « Vous nous haïssez », lança l'amiral Chen à Trunks lors d'une réunion. Ce n'était pas une question. « Je hais ce que vous avez fait », répondit-il prudemment. « Mais je comprends pourquoi vous l'avez fait. Ça ne rend pas la chose plus facile à accepter. » Non, en effet. L'amiral Chen afficha des données sur sa tablette. « Je veux vous montrer quelque chose. Il s'agit d'informations historiques classifiées. J'ai reçu l'autorisation de vous les communiquer. » L'écran affichait des images de la Terre, pendant ce que les humains appelaient les guerres de l'information. Des villes étaient en flammes. Les populations ont fui vers les zones sauvages. Les infrastructures
était en ruine. Les images étaient pires que tout ce que les Kelvari avaient même connu. Nous nous sommes infligés cela nous-mêmes, expliqua l'amiral Chen. Aucune espèce extraterrestre, aucun ennemi extérieur. Nous avons créé une intelligence artificielle sans les protections nécessaires. Nous avons interconnecté tous les systèmes par souci d'efficacité, sans nous soucier de la sécurité. Nous avons donné aux pirates informatiques et aux terroristes accès à des armes capables de détruire la civilisation. 8 milliards d'êtres humains ont péri en 20 ans de chaos. Puis elle contempla les images. Elle savait que des humains avaient survécu à la guerre numérique, mais elle n'en avait pas saisi l'ampleur. L'amiral Chen poursuivit. Lorsque nous avons enfin repris le contrôle, nous avons dû tout reconstruire. Nous avons mis au point de nouveaux protocoles de sécurité. Nous avons créé des systèmes d'IA capables de nous protéger contre les infiltrations. Nous avons bâti des réseaux impossibles à retourner contre nous. Il nous a fallu un siècle pour nous en remettre, et nous avons juré de ne plus jamais être vulnérables. Vous avez donc créé le réseau Honeypot. Puis il ajouta, nous avons construit de nombreux systèmes de défense. Le Honeypot n'en était qu'un parmi d'autres. Nous partions du principe que toute espèce suffisamment avancée pour voyager dans l'espace développerait un jour des capacités de cyberguerre. Nous nous sommes préparés à cette éventualité. Le réseau que vous avez infiltré est constamment maintenu. Il est mis à jour avec des renseignements crédibles. Il est conçu pour paraître vulnérable alors qu'il s'agit en réalité d'un piège. Combien d'autres espèces tenées sont tombées dans ce piège? L'amiral Chen resta silencieux un instant. 17 espèces ont tenté d'infiltrer les réseaux humains. 3 ont immédiatement reconnu le piège et se sont retirés. Nous avons établi des relations pacifiques avec elles. 8 ont vu le piège, mais ont malgré tout tenté une infiltration en prenant les précautions nécessaires. Nous les avons bloquées et avons ouvert des canaux diplomatiques. Elles sont désormais des partenaires commerciaux, tout comme les 6 autres, dont les Kelvari. 6 espèces se sont lancées dans l'infiltration sans la moindre prudence. Toutes ont subi des défaillances similaires aux vôtres. 2 se sont rendues immédiatement. L'une a combattu et a perdu. L'une s'est effondrée et a disparu. Les Kelvari sont la 5e. La 6e s'est rendue après avoir vu ce qui vous était arrivé. Trunks eut froid. L'humanité l'avait déjà fait 5 fois. Ce n'était ni vengeance ni cruauté. C'était la procédure habituelle. Nous ne sommes pas des monstres, dit l'amiral Chen d'une voix calme. Mais nous sommes des survivants. Nous avons appris dans le sang et le feu. Nous ne permettrons pas à une autre espèce d'acquérir la capacité de nous détruire en s'infiltrant dans nos propres réseaux. La sanction infligée pour toute tentative d'infiltration est sévère et à juste titre. Toute espèce s'adonnant à la cyberguerre contre une autre civilisation doit en comprendre les enjeux. Au cours des semaines suivantes, Trunks en apprit davantage sur la philosophie humaine. Ils la nommèrent dissuasion défensive. Rendre le coût d'une attaque contre l'humanité si élevé qu'aucune espèce rationnelle n'oserait s'y risquer. Le réseau de l'heure était d'une simplicité géniale. Les espèces respectueuses des frontières et recherchant une communication honnête ne l'ont jamais rencontré. Celles qui tentaient l'espionnage y tombaient directement. Le docteur Okafor est venu expliquer le logiciel malveillant en détail. Les dispositifs que nous avons installés dans le réseau de l'heure ne sont pas conçus pour tuer, a-t-elle expliqué. Ils sont conçus pour prendre le contrôle. Nous pouvons les arrêter à tout moment. Nous les avons empêchés de détruire complètement votre civilisation. Nous avons évité des pertes massives, mais il était essentiel que vous compreniez votre vulnérabilité totale. Vous auriez pu simplement bloquer notre infiltration, a déclaré Trin. Vous auriez alors retenté votre chance avec de meilleurs moyens, ou vous auriez tenté une action militaire directe, ou encore vous auriez cherché des alliés pour nous combattre. Ainsi, vous comprendrez fondamentalement que la cyberguerre contre l'humanité est un suicide. Vous transmettrez cette leçon à vos enfants. D'autres espèces s'inspireront de votre exemple. Trunks détestait à quel point cela paraissait logique. Les humains n'étaient pas mauvais. Ils étaient pragmatiques et impitoyables. Ils avaient tant survécu à une apocalypse et construit des défenses pour empêcher qu'elle ne se reproduise.
Ils n'ont envahi aucune autre espèce, ni cherché à la conquérir. Mais ils se sont assurés qu'aucune autre espèce ne puisse les menacer par voie numérique. L'ancien directeur a envoyé un dernier message depuis son exil. Il l'a ensuite reçu sur un appareil personnel crypté. Le message était bref. « Agent Tranks, j'assume la responsabilité de ce qui s'est passé. Mon arrogance a condamné notre peuple. Mais je veux que vous compreniez une chose. Les humains ont eu raison d'agir ainsi. Nous étions des prédateurs. Nous avons bâti notre civilisation sur l'exploitation des autres. Nous méritons cette leçon. Ma seule crainte est qu'un jour les humains se retrouvent face à une espèce qui leur inflige la même leçon. L'orgueil mène toujours à la chute, souvenez-vous-en. » Puis, elle effaça le message. Elle n'eut plus jamais de nouvelles de Velshikar. L'amiral Chen se prépara à partir avec la majeure partie de la flotte humaine. Des groupes d'observation plus restreints resteraient sur place, mais le gros des troupes se retirait. Les Kvaris s'étaient stabilisés. Ils survivront. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Then lors de la réunion finale. Vous reconstruisez, répondit simplement l'amiral Chen. Vous apprenez, vous vous adaptez. Peut-être que dans un siècle ou deux, vous serez à nouveau une civilisation forte, différente d'avant, mais forte. Nous ne voulons pas que vous souffriez éternellement. Nous voulons simplement que vous vous souveniez de ce qui arrive lorsqu'on menace l'humanité. La flotte humaine s'éloigna. Tranks les regarda partir, partagés entre soulagement et tristesse. Les Kelvari étaient de nouveau libres, mais ils ne le seraient jamais vraiment. Ils n'oublieraient jamais. Ils sauraient toujours que, quelque part, l'humanité les attendait, armée jusqu'aux dents, capable d'anéantir toute civilisation assez folle pour tenter une infiltration. Le prix de l'arrogance avait été payé sans réserve. 5 ans s'étaient écoulés depuis la chute du Haut-Kelvari. Tranks traversait le parc commémoratif de la capitale, un lieu érigé à la mémoire des victimes de l'effondrement. 40 milliards de noms étaient gravés dans les murs de Blackstone. Le parc s'étendait sur des kilomètres, monument à l'arrogance et à ses conséquences. Les Kelvari s'étaient stabilisés à environ 30% de leur puissance d'antan. 30 systèmes stellaires au lieu de 200, 15 milliards d'habitants au lieu de 120 milliards. Ils existaient toujours, mais n'étaient plus une grande puissance. D'autres espèces avaient comblé le vide laissé par leur effondrement. Ils étaient restés les principaux intermédiaires avec l'humanité. Ce rôle avait évolué au fil des ans. Au départ, cela impliquait une coordination avec les observateurs humains et le respect de leurs exigences. Désormais, cela impliquait de véritables échanges diplomatiques. Les humains avaient progressivement réduit leur surveillance à mesure que les Kelvari prouvaient leur fiabilité. Les jeunes Kelvari grandissaient dans un monde différent de celui de leurs parents. Ils fréquentaient des écoles où des enseignants humains expliquaient la cybersécurité et les dangers de la confiance excessive. Ils y apprenaient l'histoire des guerres de l'information qui avaient presque anéanti l'humanité. Ils étudiaient l'humiliation, comme ils appelaient l'effondrement, un récit édifiant enseigné dans chaque classe. Pourquoi nos ancêtres se croyaient-ils plus intelligents que tous les autres? Un jour, il entendit une jeune élève Kelvari poser la question à son professeur. « Parce qu'il n'avait jamais perdu, répondit l'enseignante. Quand on gagne pendant des millénaires, on oublie que la défaite est possible. On oublie de remettre en question ses certitudes. On oublie que quelqu'un d'autre puisse être plus intelligent. » Puis elle reprit son chemin. Elle passa devant des bâtiments neufs, construits avec l'aide de l'homme. Ils étaient plus sûrs désormais. Grâce à une segmentation réseau et des protocoles de sécurité adéquats, les Kelvari avaient appris à construire des systèmes difficiles à retourner contre eux. C'était une leçon que l'humanité leur avait bien enseignée. Elle reçut une invitation à visiter un centre d'entraînement humain à la cyberguerre, sur l'une de leurs planètes. Un honneur rarement accordé aux non-humains. L'offre fut acceptée sur le champ. Le centre se trouvait sur une lune orbitant autour d'une géante gazeuse. Immense, il abritait des milliers de stagiaires humains, apprenant l'art du combat numérique.
J'observais ensuite les exercices d'entraînement à travers des hublots. Des soldats humains s'exerçaient à infiltrer des réseaux simulés, à se défendre contre les attaques et à déployer des contre-mesures. Le colonel Martinez, qui dirigeait le centre, lui fit visiter les lieux. Nous formons tous nos spécialistes en cyberguerre à suivre un principe fondamental, expliqua-t-il. Supposer une brèche, planifier l'infiltration, faire de la victoire de l'ennemi sa défaite. C'est ce que vous nous avez fait. Puis elle ajouta, c'est ce que nous faisons à tout le monde. Martinet la corrigea. Le réseau de l'heure n'est qu'un exemple. Nous intégrons la redondance à tous nos systèmes. Nous segmentons nos systèmes. Ainsi, la compromission d'un seul n'entraîne pas la compromission de tous. Nous assurons une surveillance constante. Nous nous préparons au pire, car nous avons déjà connu le pire. Martina lui montra quelque chose qui la glaça d'effroi. Une exposition présentant 17 espèces ayant tenté d'infiltrer l'humanité. Les Kelvari figuraient en 5e position. Chaque espèce était associée à un statut: résolution pacifique, victoire défensive, effondrement total ou reddition. Vous faites ça à tout le monde, murmura Tanks. Nous faisons ça pour tout le monde, répondit Martinez. Les espèces qui nous approchent ouvertement ne rencontrent jamais nos défenses. Les espèces qui respectent les frontières ne voient jamais nos armes. Mais les espèces qui tentent de nous espionner, d'infiltrer nos systèmes, de prendre l'avantage par la tromperie. Ils tombent dans les pièges que nous leur avons tendus. Nous ne pouvons pas nous permettre une nouvelle guerre de l'information. Nous ne pouvons pas risquer qu'une autre civilisation apprenne à militariser notre technologie contre nous. Puis, en consultant à nouveau la liste, j'ai constaté qu'une espèce était marquée comme ayant complètement disparu. Elle n'existait plus. Elle avait tenté une infiltration, subi des défaillances de ses systèmes et n'avait pas pu se rétablir. Sa civilisation s'était effondrée. Ils ont disparu parce qu'ils ont tenté d'espionner l'humanité. Ça vous dérange ? Demanda-t-il, sachant qu'il avait anéanti une espèce entière. Martinez restait silencieux un long moment chaque jour. Mais je me souviens des images des guerres de l'information. Je me souviens des milliards d'humains qui sont morts. Je me souviens que nous avons à peine survécu. Alors oui, ça me dérange, mais je le referai pour protéger l'humanité. La visite se poursuivit. Elle découvrit alors des salles d'entraînement où des IA s'exerçaient à l'infiltration adaptative. Elle vit des laboratoires où étaient développés de nouveaux systèmes de défense. Elle visita des archives contenant des données de cyberguerre provenant de centaines d'espèces à travers la galaxie. L'humanité n'était pas seulement préparée à la guerre numérique, elle la maîtrisait parfaitement. Toutes les autres espèces de l'espace connues accusaient un retard de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles, sur les capacités cybernétiques humaines. L'humanité a délibérément entretenu cet avantage. Avant son départ, Trinix rencontra une dernière fois l'amiral Chen. Ce dernier, désormais plus âgé, s'apprêtait à prendre sa retraite. Ils s'assirent dans un bureau silencieux donnant sur le centre d'entraînement. « Vous nous haïssez toujours ?» demanda l'amiral Chen. Après un temps de réflexion, il répondit « Non, je vous comprends. Je n'aime pas ce qui est arrivé à mon peuple, mais je comprends pourquoi cela a dû se produire. Vous avez survécu à l'impensable et vous avez refusé de vous laisser à nouveau submerger. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la survie. » Mais l'amiral Chen, entendant ces mots non prononcés, laissa échapper un murmure. « Je m'inquiète. » L'humanité est puissante aujourd'hui. Vous possédez des armes capables de détruire des civilisations sans tirer un seul coup de feu. Que se passera-t-il lorsque vous deviendrez arrogant ? Que se passera-t-il lorsque vous cesserez de remettre en question vos propres certitudes ? L'amiral Chen sourit tristement. C'est là le danger, n'est-ce pas ? Nous enseignons à nos enfants les guerres de l'information. Nous entretenons des monuments à la mémoire de ceux qui sont morts. Nous nous disons que nous n'oublierons jamais. Mais la mémoire s'estompe. Les générations futures risquent de ne pas comprendre notre prudence. Elles pourraient se complaire dans leur pouvoir. C'est ce qui nous est arrivé. Alors j'ai dit, je sais,
C'est pourquoi nous entretenons les lieux de mémoire. C'est pourquoi chaque enfant doit étudier les guerres de l'information. C'est pourquoi nous partageons notre histoire avec des espèces comme la vôtre. Nous espérons qu'en nous souvenant, en enseignant, en restant vigilants, nous pourrons éviter de devenir ce que vous avez été. Ils restèrent un moment silencieux, deux représentants d'espèces qui avaient appris de dures leçons. L'une, détruite par sa propre arrogance. L'autre, qui avait failli s'autodétruire par manque de clairvoyance. La galaxie observe désormais l'humanité. L'amiral Chen finit par dire « Il voit notre force. Il voit ce qui arrive aux espèces qui nous menacent. Certains nous respectent, d'autres nous craignent, d'autres encore nous haïssent, mais tous comprennent qu'il ne faut pas prendre l'humanité à la légère. Est-ce suffisant ?» demanda Tranix. « Pour l'instant, peut-être pour toujours. Ou peut-être qu'un jour nous serons confrontés à une espèce qui nous enseignera la même leçon que celle que nous vous avons enseignée. Si ce jour arrive, j'espère que l'humanité aura la sagesse d'en tirer les leçons comme vous l'avez fait. » Puis elle retourna dans l'espace Kelvari. Elle visita de nouveau le parc commémoratif, arpentant les allées et venue des noms des disparus. Elle pensa aux jeunes Kelvari, apprenant l'humilité dans leurs écoles. Elle songea aux préparatifs de l'humanité et à sa détermination à ne jamais se montrer vulnérable. Elle s'arrêta devant un nouveau monument en construction au centre du parc. Il n'était pas encore achevé, mais l'inscription était déjà gravée. Elle la lut à voix haute. « Qui vit par la guerre de l'information périt par la guerre de l'information. L'humanité a appris cette leçon dans le sang. Les Kelvari l'ont appris de l'humanité. Puisse chaque espèce se souvenir que l'arrogance est la plus grande des faiblesses. » Elle pensa alors à l'ancien directeur Velkar, quelque part en exil, accablé par le poids de ses erreurs. Elle pensa aux 40 milliards d'êtres humains morts parce que leurs dirigeants se croyaient invincibles. Elle songea aux cicatrices que l'humanité avait laissées de son propre cataclysme. La galaxie avait changé. L'humanité avait annoncé sa présence non par la conquête ou la diplomatie, mais par un message clair. « Tentez de nous infiltrer et vous subirez la destruction totale du système. » 17 espèces avaient mis cette menace à l'épreuve. Certaines avaient survécu, d'autres non. Toutes avaient tiré des leçons. Les nouvelles espèces qui intégraient la communauté galactique entendirent l'histoire des Kelvari. Elles apprirent ce qui arrivait lorsqu'on sous-estimait l'humanité. Elles comprirent que les espèces aux vaisseaux massifs et à propulsion chimique étaient bien plus dangereuses qu'il n'y paraissait. Puis, un sourire ironique illumina leur visage. Les Kelvari se croyaient au sommet de la chaîne alimentaire. Ils avaient bâti leur civilisation sur une intelligence supérieure à celle de tous les autres. Puis ils rencontrèrent une espèce qui avait déjà survécu à tous les cauchemars imaginables pour les Kelvari et qui avait mis au point des défenses dont ils n'avaient jamais osé rêver. L'humanité n'avait pas anéanti les Kelvari par cruauté. Elle leur avait donné une leçon brutale, dévastatrice, mais nécessaire, sur le prix de l'arrogance et les dangers de sous-estimer autrui. Tandis que Tanks rentrait chez elle à pied, traversant des rues peuplées de Kelvari qui apprenaient à vivre dans leur nouveau monde, plus restreint, elle songeait à l'avenir. Peut-être qu'un jour les Kelvari retrouveraient leur force. Peut-être qu'ils s'associeraient à l'humanité comme de véritables partenaires. Peut-être qu'ils aideraient d'autres espèces à éviter les mêmes erreurs. Ou peut-être qu'ils se souviendraient, tout simplement. Souvenez-vous du jour où ils ont compris que l'intelligence ne suffisait pas. Souvenez-vous du prix de l'arrogance. Souvenez-vous que quelque part, l'humanité attendait, armée de ses réseaux de leurre et de ses logiciels malveillants adaptatifs, prête à infliger la même leçon à toute espèce assez naïve pour en avoir besoin. Les Kelvari avaient tenté d'espionner la flotte humaine. Cela avait mené leur civilisation à sa perte. Mais de cette ruine, ils avaient appris à être meilleurs. Ils avaient appris l'humilité. C'était la leçon la plus chère qu'ils aient jamais apprise. Et elle en valait largement le prix.